Bonjour à toutes, je suis Virginie et je suis ravie de vous retrouver pour Recettes de prod les bons conseils saison 2. Vous retrouverez toujours de très bonnes recettes et surtout des bons conseils pour mieux comprendre ou avancer dans vos productions. Et dans cette saison, vous pourrez profiter de l'expérience d'autres productrices, producteurs et actrices de la production audiovisuelle avec des épisodes interview. J'inviterai ici toutes celles et ceux qui sont très proches des métiers de la production afin de partager le temps d'un épisode une bonne et une mauvaise recette et de mieux comprendre la richesse des métiers de ce secteur. Alors sans plus attendre, allons-y avec Natalia Hortz, notre invitée pour ce nouvel épisode interview de Recettes de prod les bons conseils. Vendeuse à l'international de programmes, responsable de développement et responsable éditorial, l'expertise de Natalia Hortz en acquisition et vente de droits de diffusion TV, VOD, de production audiovisuelle résulte d'une vingtaine d'années d'expérience dans ce secteur. Natalia, bonjour. Bonjour Virginie. Écoute, merci d'avoir accepté cette interview dans mon podcast. Je suis ravie et j'ai hâte de découvrir ton parcours. Je te remercie Virginie. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, j'ai un parcours assez atypique dans l'audiovisuel. J'ai débuté ma carrière chez France Télévisions Distribution, où j'ai vendu du contenu pour l'international. Ensuite, j'ai enchaîné dans différentes sociétés de production et de distribution comme Celluloid Dreams ou Novo Comedy, où là, de nouveau, j'ai vendu à l'international un contenu à chaque fois différent. Comme j'aime les challenges, j'ai enchaîné en intégrant des sociétés de post-production, où là, je me suis occupée du développement commercial, en proposant des services de doublage, sous-titrage, post-synchro, et en démarchant des producteurs français et étrangers qui avaient besoin de localiser leur contenu. Ensuite, j'ai eu une fantastique opportunité à Londres, chez Banijay, où là, j'ai intégré le département servicing pour un CDD de 1 an. Et là, j'étais un peu chef d'orchestre. Je m'occupais de gérer un portefeuille de producteurs anglo-saxons et français et de superviser la mise en conformité technique de leur contenu pour l'international. Donc quelque chose d'assez technique. J'étais en contact permanent en interne et en externe avec les équipes juridiques, commerciales, marketing, techniques pour faire remonter les informations. C'était un poste vachement intéressant et très varié avec des équipes absolument fantastiques. Et enfin, récemment, j'ai intégré Free Dolphin Entertainment, où je suis restée 4 ans. Et là, nouveau challenge, j'ai eu la chance de pouvoir m'occuper des acquisitions et des ventes de fiction pour le marché français, ce qui était nouveau pour moi, parce que j'avais toujours vendu jusque-là à l'international. Et donc, pour conclure, je dirais que je suis une professionnelle des médias, habituée aux environnements multiculturels, et que j'adore apprendre plein de choses et sortir de ma zone de confort. Et aujourd'hui, je suis à la recherche de mon prochain challenge. Ah, pas mal. Bon, bon entendeur alors. J'espère qu'il Voilà. va écouter le podcast. Et comment t'en es venue à ces métiers-là ? Parce que c'est quand même pas courant de se tourner vers la vente et puis finalement aussi de bifurquer dans le doublage. Enfin, comment ça s'est amené à toi ? En fait, au départ, j'ai fait des études de langue, anglais-espagnol, parce que je suis d'origine espagnole, et j'ai vécu à l'étranger pendant de nombreuses années, donc j'étais très attirée par tout ce qui était international. Et en fait, je voulais être interprète. Donc j'ai fait donc une maîtrise de langue, anglais-espagnol. Et puis, les choses de la vie ont fait que pendant que j'étais en cours, il y avait une de mes camarades de classe dont la mère travaillait à France Télévisions. Et donc quand on a terminé nos études, quand on a eu notre maîtrise, donc moi je ne savais pas ce que j'allais faire, parce qu'en fait, je me sentais pas... Je voulais être interprète et en fait, c'est un peu compliqué finalement de passer des concours parce que tu es en concurrence avec des gens dont c'est la langue maternelle. Oui. Donc le français, l'anglais, l'espagnol. Bon, moi, je suis d'origine espagnole, mais c'est pas ma langue maternelle. Donc je me dis, je vais être en concurrence avec des gens qui sont de langue maternelle anglaise ou de langue maternelle espagnole. Donc je me suis dit, bon, je vais partir 1 an en Angleterre. Donc je suis partie 1 an en Angleterre, entre ma licence et ma maîtrise, pour, brush up my English. Et là, c'était vraiment incroyable, quoi. Je me suis retrouvée dans 2 écoles dans le Nord Yorkshire, où là, j'enseignais le français dans des écoles. Donc j'enseignais le français de la 6e à la 4e, dans 2 écoles. Une école catholique et une école laïque. Et là, c'était un truc de malade, quoi. J'ai vraiment... Là, t'apprends des choses vraiment que t'as pas en cours, quoi. Oui, tu discutes avec les locaux, t'apprends. En plus, on était dans le Nord, donc l'accent était vraiment dur. L'accent du Yorkshire, là, tu comprends pas quand ils parlent. Mais une fois que t'as réussi à passer là, plus rien ne peut t'atteindre. Là, après, tu comprends tout. Là, c'est vraiment un truc fou. Et donc, je suis rentrée en France et je me suis dit, tiens, je vais faire la même chose en Espagne.
Donc je me suis dit, je vais essayer de partir en Espagne 1 an. Et après, je comptais faire le concours de l'ESIT, en fait, pour être interprète de conférence. Et donc, j'ai pas pu partir en Espagne parce qu'en fait, ils envoyaient en Espagne que les gens qui voulaient faire la filiale de professeur. Et moi, j'avais pas du tout envie d'être professeur. Donc, j'ai pas pu partir. Et comme l'espagnol, c'est quand même très complexe comme langue, contrairement à ce qu'on pense. C'est très riche. La grammaire est compliquée. Et puis, tu peux avoir des phrases qui font 3 lignes. Et c'est un peu compliqué. Donc, je me sentais pas capable de passer le concours et de réussir, en fait. Okay. J'étais très bonne en anglais puisque j'avais vraiment boosté mon niveau. Là, j'avais un super niveau. Immersion totale. Immersion totale. Ouais. J'ai passé le Cambridge Proficiency, je l'ai eu avec mention bien. Donc là, j'étais plutôt contente de moi. Mais par contre, l'espagnol, je sentais que j'avais pas assez pratiqué. Je sais que j'allais pas pouvoir être au niveau, en fait. Mais j'ai quand même tenté le concours de l'ONU en traducteur. Pas mal. Alors, en anglais, alors malheureusement je l'ai raté, mais je pense, j'aurais bien aimé savoir pourquoi d'ailleurs, mais ils te donnent pas les raisons. Mais je pense que j'ai raté en espagnol en fait, parce qu'en anglais j'ai pas eu de problème. Par contre en espagnol, c'est pour ça que je te parlais de la longue phrase. En espagnol à un moment donné, il fallait que je traduise une phrase et il y avait un mot dans cette phrase que je ne comprenais pas et j'avais aucun contexte. Donc en fait cette phrase elle faisait 3 lignes. Et je ne savais pas de ce que ça voulait dire. Et je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, quand t'es bloqué comme ça, oui, c'est fini, quoi. Ça te bloque pour le reste. Ouais, ça te bloque pour le reste. Et en fait, je pense que je l'ai raté à cause de ça. Et donc après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et c'est à ce moment-là que ma camarade de classe, Emmanuelle, d'ailleurs, c'est Emmanuel Baril, que je remercie d'ailleurs. Parce qu'Emmanuel, c'est grâce à Emmanuel Baril que je suis venue dans le secteur. Donc Emmanuel, je suis très émue, tu vois. Ouh, Emmanuel. Bah oui, donc c'est chouette. Donc finalement, elle avait sa mère, c'est ça qui sa mère travaillait France Télévisions. sa mère travaillait à France Télévisions et elle me dit, écoute, ils cherchent quelqu'un au service commercial. Est-ce que ça t'intéresse? Moi, je dis, oui, ça m'intéresse. Et donc elle est partie à ce moment-là. Elle est partie à l'époque au service commercial d'actualité. Et moi, elle m'a proposé le service commercial de programme en fait. Donc je suis arrivée là. Et là, alors, bon, bien sûr, le fait que je parle anglais, espagnol, c'était c'était un atout de malade. Et donc là, j'ai commencé à apprendre le métier comme ça, par hasard en fait. Mais ce qui m'a servi, c'est qu'en fait, pendant toutes mes années d'études, j'allais beaucoup dans les cinémas. Et donc, j'ai vraiment une passion du cinéma. Donc, tu avais quand même déjà une culture. Voilà, j'avais quand même une culture cinématographique. Et moi, j'adorais, alors, ce qui a agacé beaucoup les gens avec qui j'allais au cinéma, j'adorais rester jusqu'à la fin pour regarder le générique. Ah oui, je me dis, mais qu'est-ce que tu as besoin de regarder le générique? Mais j'aime bien savoir, et qui est le producteur, et qui est le réalisateur, et qu'est-ce qu'ils ont fait, et où est-ce que ça a été tourné, et quelles sont les ventes internationales, etc. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me faire une culture, une grande culture. Bon, ça m'a pas trop aidé parce qu'on vendait pas de cinéma, mais malgré tout, si. Parce que tu as quand même déjà, tu connais les réalisateurs, tu sais ce qu'ils ont fait, et puis tu as une culture, une culture cinématographique. Ça travaille ton regard aussi. Ça travaille ton regard. Voilà, exactement. Du coup, comment sont construites les narrations à l'image. Ouais, donc, exactement. Mine de rien, c'est pas anodin. Ouais. Et donc là, je trouvais à vendre les productions de France Télévisions. Bon, c'était Antenne 2 à l'époque. D'accord, ok. Donc c'était Antenne 2. Je me dis qu'il y en a qui vont écouter le podcast, qui vont ils pas vont comprendre. dire, Antenne mon Dieu. 2, ouais, Antenne 2, c'est vieux là. Et donc Antenne 2 à l'époque. Et puis c'était un. Il y avait du travail à faire hein, parce qu'à l'époque France Télévisions n'existait pas, France Télévisions Distribution n'existait pas. Mais alors comment ça s'est passé ton intégration à ce poste-là? Parce que finalement, tu arrives grâce à ton atout sur les langues. Ouais. Tu as quand même, heureusement, cette culture personnelle cinématographique parce que tu avais déjà une curiosité quand même pour la narration à l'image. Ouais. Mais comment on t'intègre dans ce poste? Comment on te forme? Est-ce que tu t'es formée toute seule? En fait, c'est ça. Ouais, c'est vrai que j'ai pas vraiment eu de formation. En fait, j'ai été un peu formée sur le tas. Donc, je remplaçais une personne qui est partie, mais il y avait quelqu'un que je devais remplacer et qui m'a formée en fait, qui allait partir. Et lui m'a formée, donc il m'a expliqué un petit peu tout ce qui était un peu technique. Alors à l'époque il y avait des bandes 1 pouce, donc 1 pouce B, 1 pouce C, les VHS, les BVU, les umatiques, tout ça. Et j'ai appris, en fait c'est vrai que c'était vachement intéressant parce que j'ai appris un peu les bases. En fait, j'ai appris à savoir ce que c'était un conducteur, savoir ce que c'était une version internationale, qu'est-ce qu'étaient les fonds neutres, tout ça. C'est vrai que moi, ça m'intéresse pas mal aussi. J'aime bien le côté négociation, mais j'aime bien aussi le côté technique parce que je pense que c'est vachement important de savoir quels sont les matériaux, en fait, tout ce qui est technique, ce qui est pas très courant parce qu'en général, les gens qui se font de la vente de programmes, ils ont pas trop, ça les intéresse pas trop, en fait, la technique. Non, mais c'est la première fois que j'entends ça. C'est-à-dire que toi, finalement, tu avais quand même déjà un spectre hyper détaillé de la chaîne de valeur en connaissant déjà les supports techniques sur lesquels on pouvait faire reposer, on va dire, le matériel même du produit et après le fait de les revendre pour pouvoir les adapter sur différents supports pour permettre ces reventes. Donc ça, c'est quand même pas commun. Enfin, d'habitude, effectivement, les vendeurs, ils connaissent leur sujet sur le bout de la chaîne. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément la connaissance technique du début.
de quel support, comment on l'adapte, pourquoi il y a des supports différents et comment on fait pour les adapter par rapport au lieu ou aux endroits où on va les revendre. Donc ça, c'est quand Exactement. même riche. Exactement. Et c'est vrai que c'est un peu les bases. Je suis très Ah contente oui, d'avoir commencé sur une chaîne de télé parce que j'ai appris les bases du métier en fait. Parce que justement, c'est cette personne qui est partie, il m'expliquait en fait. Alors tu vois, si tu as par exemple tel programme, tel type de support, eh ben tu peux dupliquer en tel support. Par contre, si tu as une VHS, ben tu peux rien faire. Si tu as une pneumatique, ben tu peux rien faire. Par contre, si tu as un BVU, tu peux faire des trucs intéressants. Et donc là, je me dis ah ouais d'accord. Parce que c'était important de le savoir tout ça parce qu'en fait, je sais pas si c'est toujours le cas. Mais les programmes qui étaient diffusés sur Antenne 2 à l'époque, quand la diffusion était finie, ils allaient à l'INA. Ils étaient donc répertoriés à l'INA, donc ils étaient archivés à l'INA. Et nous, il fallait que, quand on avait vendu un programme, il fallait qu'on sorte le programme. Donc il fallait que je sache dans quel type de programme c'était pour savoir après, pour l'envoyer dans un labo, parce que moi, je n'avais pas physiquement le programme entre les mains. J'envoyais un coursier récupérer cette bande à l'INA, et je l'envoyais au labo, et le labo me disait, mais quel est le support d'origine? Alors j'ai dit, le support d'origine, c'est une bande à 1 pouce B ou une pince à 1 pouce B. Je voudrais que ça soit des BVU, je voudrais du PAL ou du SECAM, etc., ou du NTSC. Donc tout ça, il fallait le savoir quand même. Il y avait besoin de comprendre finalement le support d'origine pour permettre la duplication. Oui. Et puis des fois, le support, il n'était pas à l'INA. Alors il fallait que tu cherches où c'était. Un peu Sherlock Holmes. Alors où est le support? Alors tu disais, ce programme, il est de tel atelier de production. Parce que là aussi, il fallait que je sache de quel atelier de production venait le programme. Pour appeler après les personnes qui étaient dans l'atelier de production, les chargés de prod, et leur dire, écoute, j'ai besoin de la bande de tel programme, où est-ce qu'elle est? Est-ce que tu peux me dire où elle est? Alors parfois, elle était dans son bureau. Elle m'a dit, viens la chercher, elle est dans mon bureau. Alors, non, je l'ai prêtée au producteur. Ou alors, elle est partie au festival machin. J'ai dit, mais attends, mais quand est-ce que je vais la... Et c'était un truc de fou. Et pareil, les scripts aussi. Quand tu avais vendu un programme, ton acheteur, il voulait le script. Alors, des fois, j'avais pas de script. Ou des fois, je lui dis, mais il n'y a pas de script. Mais comment ça? Mais enfin... Et alors après, il fallait que je cherche. Et une fois, je me souviens, j'avais des documentaires. C'était les trains pas comme les autres à l'époque. Et ben, ils n'avaient pas de script. Et j'avais vendu en Allemagne. Et je me disais, mais il n'y a pas de script. Comment je fais? Alors, il fallait que je cherche quelqu'un qui pouvait me faire un script. Donc, j'ai fini par trouver quelqu'un qui m'a fait un script. Et donc, après, il fallait le traduire. Donc, j'ai pas traduit tout. J'ai traduit un script en anglais pour pouvoir l'envoyer dans les salons. Et donc, c'était un truc fou, quoi. Parce qu'en fait, il y avait vraiment plein de choses. Et puis après, ça m'est arrivé aussi d'aller dans les labos. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de conducteur. À un moment donné, j'avais vendu du Festival de Cannes à une chaîne de télé. Et il n'y avait pas de conducteur. D'accord. Okay. Donc, je lui dis, mais alors, comment je vais faire? Parce qu'elle veut juste un moment très précis de remise de palme. Et sans conducteur, je fais comment? Il faut aller dans le labo. Donc, je suis allée dans le labo, et puis j'ai regardé le truc, et puis j'ai dit, attends, c'est là, c'est entre machin et bidule. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu faire une copie du programme en labo. Enfin, c'est un truc de fou. Une fois aussi, j'avais besoin, comme on n'avait pas les trains pas comme les autres, ils étaient en français, je disais à mon boss, écoutez, Michel, c'était Michel Boutin, paix à son âme, qui était mon boss à l'époque, et je lui disais, écoutez, Michel, là, il nous faut une version anglaise. On n'a pas de version anglaise, on a une version française, on ne va jamais le vendre. Donc là, je me suis dit, j'avais quand même plein d'épisodes. Je lui ai dit, écoute, je vais prendre un épisode et puis je vais faire une version anglaise. Donc là, c'est pareil, il fallait que je cherche un comédien qui allait être capable de me faire une voix off. Et donc, heureusement, j'avais pas mal d'amis et de contacts. Et comme moi, j'ai le contact facile, j'appelais les gens. Oui, alors, tu connais pas quelqu'un qui pourrait me faire un truc en anglais? Alors, j'avais une amie, oui, tiens, j'ai mon compagnon qui est anglais. Tiens, ça m'intéresse. Et donc, du coup, me voilà en labo en train de faire une version anglaise d'un épisode des Trains pas comme les autres pour pouvoir l'amener au festival au MUP TV pour pouvoir le vendre, quoi. Donc, c'était un truc fou. Non, mais les gens ne se rendent pas compte. C'était les balbutiements. J'hallucine parce que c'est colossal comme travail. Et ça t'a pas découragé? On sent tu moi, je me décourage jamais. Tu avais même du plaisir à faire cette enquête. Mais moi, j'adore. Moi, je suis toujours un peu Sherlock Holmes. À trouver une solution pour faire le doublage. Moi, j'aime bien trouver des solutions. Moi, je dis qu'il n'y a jamais de problème, il y a toujours des solutions. Et j'aime bien parce que du coup, ça me fait apprendre des choses que je connaissais pas. Oui, c'est vrai. À chaque fois, tiens, c'est dingue. Tiens, je vais dans le labo et je fais et je supervise le doublage en anglais, enfin le sous-titrage. Enfin non, c'était la voix off, c'était pas du doublage, c'est la voix off. Et puis c'était vraiment hyper intéressant. Je trouvais ça, franchement, c'était incroyable. Et puis en plus, ça t'a permis, j'imagine quand même indirectement, d'élargir ton réseau, parce que comme tu allais à chaque fois faire ce travail d'enquête pour aller chercher les retranscriptions à droite, trouver comment faire l'enregistrement de la voix off en anglais à gauche, etc. C'est ça. Ça enrichit petit à petit ton portefeuille de contacts utiles dans ton métier. Et à quel moment, dans cette course, parce que bon, ça a l'air complètement dingue, en plus tu le racontes, on sent vraiment on a l'impression d'être avec toi, quoi, tu vois, pour aller chercher le script. Mais c'était vraiment un parcours. Et puis mon boss, il me disait, bon alors, je dis, mais Michel, où est-ce que sont... je ne sais pas. Je dis, mais comment je fais? Je peux pas, je viens de vendre, je les ai vendus en Turquie, j'ai pas de script, comment je fais? Il me dit, je ne sais pas, Natalia, bonne chance.
Alors, j'ai dit, bon, d'accord. Moi, je pouvais pas rester comme ça avec mon vendeur turc qui me demandait le script. Bah oui. Je me souviens, j'avais vendu des Maigret à l'époque. Et donc, il fallait que je cherche. Alors, c'est pareil, il fallait que je cherche les scripts de je sais pas combien d'épisodes de Maigret. Donc, j'ai fini par trouver. Mais c'était un truc de malade, quoi. Parce que dingue. bon, tu commences à faire des enquêtes, après tu connais les gens, donc tu sais qui appeler, parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins, ils ont plus ou moins envie de t'aider. Oui, parce qu'il faut aussi trouver les personnes qui ont la mémoire de ce genre de détails, quoi. Tout le monde ne l'a pas. Il faut savoir aussi que France Télévisions, c'est quand même très, très hiérarchisé. Donc, en fait, si tu veux... Moi, je me souviens, si j'avais... Alors, parfois aussi, il fallait que, quand j'avais un programme, j'avais besoin d'avoir le contrat du programme pour savoir quel droit on avait, si on avait la distribution internationale, si on avait que les droits France, si on n'avait pas de droit du tout. Donc ça, il fallait que j'appelle l'atelier de production qui m'envoie le contrat. Et alors, il me disait, mais attendez, il me faut une note de service de votre chef. Oui, voilà. Oui. Et moi, je me disais, mais j'ai pas le temps, là, parce que j'ai le client. Et moi, je faisais une note et je signais. Et Michel, il était génial, Michel Boutin, c'était vraiment un mec incroyable. Il me laissait vraiment, il avait compris que il pouvait me faire confiance, donc il me laissait les rênes. Et franchement, il était pas du tout déçu. Et là, je faisais des notes et puis je savais même pas que c'était pas légal de faire ça en fait. Je le faisais parce que je me disais il faut absolument que j'ai le truc immédiatement parce que j'avais le client derrière. Ça bloquait la vente et puis après ils allaient aller voir ailleurs. Donc moi il fallait que j'ai le truc assez rapidement et puis j'avais pas le temps d'attendre que ça soit signé en interne par machin bidule et le chef du chef du chef. Donc je faisais la note et hop et puis j'avais immédiatement par retour de courrier j'avais le contrat. Donc ça, c'était incroyable. Et c'est vrai que ça m'a donné toutes les bases, en fait. Parce qu'après, dans d'autres boîtes, j'ai pas eu besoin de savoir tout ça, mais sachant que j'avais tout ça, et ben, ça m'ouvre vraiment les portes pour faire plein de choses différentes, en fait. Et moi qui suis très curieuse, je suis toujours en train de poser des questions. J'aime bien savoir, en fait. Et c'est vrai que c'est particulièrement intéressant. Et puis, on est dans un secteur qui est tellement vaste, il y a tellement de choses à faire. Oui. C'est vrai que si on m'avait dit quand j'étais en terminale que je serais en train de vendre des programmes sur une chaîne de télé, j'aurais dit non mais tu rigoles, jamais de la vie, je connais personne, ça n'avait jamais arrivé quoi. Oui, on se projette pas forcément dans ces métiers-là. Moi je me projetais interprète de conférences, mais je me projetais pas du tout vendeuse de droits internationaux à France Télévisions. Parce que c'est des métiers qu'on connaît pas. Mais c'est aussi pour ça que je voulais t'inviter, parce que finalement ton parcours parle de métiers qu'on ne connaît pas bien et dont on parle très peu, alors que c'est indispensable à la vie des programmes et des productions audiovisuelles. Ouais, complètement. Alors j'ai une question qui me vient à France Télévisions à ce moment-là. Est-ce que toi aussi tu avais un impact ou un rôle à jouer sur le reversement des recettes, ou tu t'occupais juste de la transaction et après tout ce qui était recettes, c'était une autre personne qui s'en occupait? En fait, moi j'étais au courant de ça parce que je savais qu'il y avait des reversements, bien sûr, hein. Mais c'était pas moi qui m'occupais de ça, c'était mon boss. Lui, il était plus financier en fait. En fait, on l'avait. Au départ, c'était un directeur financier qui était contrôleur de gestion et on l'a bombardé directeur commercial par ancienneté, hein. Mais il parlait pas du tout anglais, donc il était très content que je sois là, parce qu'en fait il parlait pas du tout l'anglais, c'était incroyable. Mais c'était quelqu'un qui était très très bon en tout ce qui était en chiffres. C'était un financier et c'est lui qui faisait tout ça en fait, les reversements. Moi je m'occupais pas du tout de ça, mais c'est vrai que... Mais comme tu les voyais avec les contrats et que tu t'occupais quand même de répondre aux demandes d'achat qui venaient à France Télévisions, je me disais que peut-être aussi t'avais mais tu as quand même indirectement un rôle, puisque comme tu gères les contrats et que c'était ton supérieur à l'époque, qui lui, par contre, s'occupait de l'encaissement et du reversement des recettes, tu voyais en fait quand même comment ça se passait. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il s'occupait aussi des ventes de vidéos aussi, parce que moi, ça, je ne connaissais pas du tout à l'époque, parce que c'était un peu compliqué, la vidéo. Il y avait des pourcentages, des MG, des flat fees, tout ça, je ne connaissais pas. Après, il fallait faire des pourcentages sur les DVD. Enfin, ce n'était pas des DVD à l'époque, c'était des VHS. Ouais, c'était assez complexe, en fait. Ah oui, riche. Ouais, très riche, extrêmement riche. Et tu es restée combien de temps là-bas? Eh ben, je suis restée 6 ans. Ah, quand même. Ouais. Ah ouais. 6 ans intenses à courir partout, là, on a tous l'image en tête. C'était vraiment incroyable. Et je me souviens d'une fois aussi, en plus, je recevais beaucoup d'appels parce qu'en fait, les gens nous appelaient pour nous demander pour des programmes. Et donc parfois, ils m'appelaient, ils me demandaient un programme et parfois, je ne savais pas si on avait les droits ou pas. Donc il fallait que je fasse une recherche. Ah bah tiens, tel programme, je ne sais pas si on a les droits. Donc je faisais une recherche et tout. Je me souviens d'un programme comme ça, de fiction. C'était une fiction sur les âges en Iran. Et donc c'était 2 fois 90 minutes. Et donc, il y avait une chaîne qui me demandait ce programme. C'était une chaîne allemande. Je crois que ça devait être la ZDF. Et donc, il me demande ce programme. Et moi, je me dis, mais mince, c'est marrant, je l'ai vu, oui, c'est vrai, je l'ai vu diffuser. Alors, il fallait que tu saches la date de diffusion pour que l'atelier de production puisse te retrouver le programme, en fait. Ouais. Donc, j'avais la date de diffusion, donc je demande le contrat. Et là, je me rends compte qu'en fait, on avait des droits morcelés, donc l'Allemagne ne faisait pas partie des droits. Et je me disais, mince, et donc il fallait que j'envoie mon client au producteur. Mais en général, les producteurs, ce n'est pas des vendeurs. Donc moi, je me disais, je ne vais pas l'envoyer au producteur parce qu'il ne va rien se passer. Donc
moi, je vais contacter directement le producteur. Et donc, le producteur me dit, ah ben non, c'est pas moi qui me gère l'Allemagne, il faut que vous appeliez, c'est un producteur américain. Donc, il me donne le nom du producteur américain. D'accord. Et moi, je connaissais pas du tout, je savais pas du tout comment ça se passait, comment travaillaient les Ouais. agents, je savais pas, je connaissais pas les pourcentages, je savais Oui, pas oui. du tout. Et donc, j'appelle, moi, j'allais au flanc, j'ai pris Ouais, mon ouais. téléphone, j'ai appelé le producteur américain. Je dis, oui, bonjour, voilà, donc je vous appelle de Antenne 2. J'ai un client qui est intéressé par le programme sur l'Allemagne. Je sais que c'est vous qui avez les droits, mais comme moi, c'est moi qui ai le client, je vous propose de m'en occuper, je vous reverse un pourcentage. Alors il me dit, combien vous posez? Puis moi, je connaissais pas. Je lui dis, je vous propose 50%. Oh bah Ah ouais. Alors que Généreuse, normalement, Natalia. mais oui, non, mais normalement c'est moins. Normalement c'est Ah, moins. c'est beaucoup moins. Ouais. Normalement, c'était si tu faisais de la vente en tant que sales agent, c'est entre 20 et 25%. Oui. Tu reverses 20, tu prends 20 à 25% pour toi. Tu reverses le reste au producteur. Oui, classiquement, on retient Voilà. 30%. Bon, à l'époque, c'était 20-25. Oui. Et là, je lui demande, je lui dis, je vous donne 50, 50%, c'est cool. je garde 50% pour nous. Et là, il me dit, non, mais pas du tout. Et on a commencé à négocier. Et bon, finalement, j'ai fini par, je sais plus, on s'est entendu à 25%. D'accord. Mais c'était incroyable, quoi. Je me suis dit, oui, puis. Formation comme ça, sur le vif, quoi. Oui, sur le vif. En fait, c'est complètement autodidacte, tu vois. Donc, puis moi, j'avais pas peur. On me disait, ça, c'est tel producteur. J'y allais, quoi. Parce que je me c'est dis, bien. Ouais. j'avais envie, tu vois, j'avais envie. Bah Et oui. puis mon boss, il était super, super sympa, quoi. Il était super content parce que comme ça, lui, il s'en occupait pas. Donc, il me dit, oh là là, Natalia, c'est super. Allez-y. Mais c'est fou parce que du coup, avec ton dynamisme et ton enthousiasme, est-ce que tu t'es pas fait approcher par des sociétés de distribution? Parce que c'est quand même une vraie valeur ajoutée, l'énergie que tu mettais dans ton travail. En fait, non, parce que si tu veux, je me suis rendu compte que c'était très, très politique, en fait, Oui. le secteur. Et après, en fait, je suis partie parce qu'on m'a fait partir. Ah. Parce qu'en fait, si tu veux, dès qu'il y avait un changement politique, il y avait des changements d'équipe. Ouais. Et en fait, moi, mon boss, ils ont commencé à me mettre sur la touche pour faire venir la nouvelle équipe. D'accord. Et moi, j'ai fait partie aussi de l'ancienne équipe. Oui, Donc, ils m'ont fait partir, en fait. Et donc, je suis partie. J'aurais bien aimé rester, mais bon, je suis partie, voilà. D'accord. Et donc, après, j'ai continué dans d'autres petites structures. Je suis plus jamais retournée sur une chaîne, ce qui est dommage d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Et après, j'ai travaillé chez Celluloid Dreams, D'accord. où là, je m'occupais de vendre des programmes très, très niches. Enfin, il y avait du cinéma iranien. Enfin, à l'époque, c'était donc Ngame Panahi, qui était donc la gérante de Celluloid, qui était une personnalité flamboyante, Ngame. Et donc, elle avait tout le catalogue du cinéma iranien. D'accord. Qu'on vendait. On avait des documentaires. Mais c'était extrêmement niche par rapport à France Télévisions. Oui. Et là, c'était compliqué parce que c'était pas du tout les mêmes acheteurs. Parce Oui. que ceux qui t'achetaient, alors j'avais un documentaire de 4 heures sur la folie, un documentaire sur le tatouage, un documentaire sur le sida. Je me disais, mais à qui je vais vendre ça, quoi? Et donc, moi, j'étais sur l'international, donc je vendais aux chaînes un peu niche, quoi. Oui. C'était un truc incroyable. Et je me souviens, j'avais aussi un documentaire sur le Cambodge, à l'époque où le Cambodge avait fermé ses frontières. Et en fait, j'étais très contente parce que je l'ai vendu à Channel 4, ce qui n'était pas facile, parce que faut savoir que dans le de droit, le Royaume-Uni, c'est un secteur, c'est un territoire qui est très difficile à approcher. On a du mal à vendre aux Anglais, en fait. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas à acheter ou... En fait, parce que les Anglais sont très bons et que nous, à l'époque, maintenant, on est en train de rattraper ce retard, on était beaucoup moins bons qu'eux, ça, il faut le reconnaître. Hein. Mais bon, en termes de production de programme, c'est ça que... Oui, en fait, si tu veux vendre aux Anglais, il faut soit que tu sois meilleur qu'eux, soit que tu leur donnes quelque chose qu'ils n'ont pas. Et là, en l'occurrence, ce documentaire sur le Cambodge, c'était très bien fait, et en plus, le Cambodge ayant fermé ses frontières, il ne pouvait pas envoyer quelqu'un pour faire un... Voilà, il ne pouvait pas le faire. Donc, ils étaient obligés de nous acheter s'ils avaient envie d'avoir un documentaire sur le Cambodge. Et puis, c'est vrai que c'était très bien fait aussi, parce que c'était ce qu'ils aiment aussi, les Anglais. Moi, je me souviens des Américains, dès que je leur proposais des documentaires, ils me disaient « Oh, too many talking heads ». J'ai dit, ah bon? Et oui, parce que en fait, vous parlez trop, les Français. Laissez juste une voix off, tranquille, comme ça. Et puis, laissez les gens un peu regarder. Oui. Et en fait, c'est ce qu'avait compris la réalisatrice ou le réalisateur, je me souviens plus, qui avait réalisé ce documentaire à l'époque. Et donc, c'était un documentaire où il y avait très peu de paroles, en fait. D'accord. Oui. Et donc, c'était assez poignant, en fait, parce qu'il racontait un peu l'histoire de ces gens-là, juste avant. Les Khmers rouges. Oui, voilà. Donc, c'était assez... C'était un documentaire très fort et très intéressant. D'accord. Ouais. Okay. Oui, donc je comprends mieux pourquoi il a été finalement acheté par Channel 4. Ouais. Et donc, après, quand tu travaillais pour Celluloid Dreams, c'est ça? Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es rendu compte, est-ce que tu as pris conscience que, mine de rien, tu commençais à avoir vraiment une vision très riche de la culture des productions, les différents types de produits, d'avoir vraiment un œil aiguisé, je dirais, des réalisations à l'image? Parce que finalement, à France Télévisions, tu revendais que des programmes France 2. Donc, il y avait quand même quelque chose de très connoté, très cadré, France Télévisions, télévision publique.
Là, tu bascules sur un secteur plus de niche. Est-ce que du coup, ça t'a donné envie d'aller t'enrichir encore plus à l'image, d'avoir un œil encore plus aiguisé sur les productions? Bah, en fait, je te reprends parce que chez France Télévisions, on avait aussi des productions externes, en fait, hein. Il n'y avait pas que Ah des oui, productions d'accord. Oui, tu internes. étais en vendeur Voilà, on avait des classique. productions internes, 100% France Télévisions, et on avait aussi des productions Ah, d'accord. externes, des documentaires, des fictions qu'on achetait aussi, que la chaîne achetait pour une diffusion et qu'on pouvait revendre. Donc on avait D'accord. aussi des productions externes, en fait, hein. On n'avait pas que des productions internes. Et ben, en fait, ce qui était intéressant en fait à France Télévisions, c'est qu'à un moment donné, on m'approchait, en fait, j'avais des réalisateurs qui m'approchaient pour me proposer de produire, en fait, Ah, de d'accord. coproduire en tant que chaîne, de Ouais. coproduire des sujets. Et donc, on me donnait les scripts et je me disais, ah, mais ça, c'est un truc qui m'intéresserait, en fait. Et c'est vrai que si j'étais restée à France Télévisions, j'aurais bien aimé aller vers la coproduction, en fait. Parce que, Ah, étant donné que je connaissais le marché oui. à l'époque, Oui. je savais, en fait, ce qui marchait pas. Oui. Oui. Et je pouvais dire aux réalisateurs, ah, écoute, là, c'est très bien, mais il n'y a pas vraiment De levée de fonds possible. de levée de fonds possible, Ouais. ou il n'y a pas vraiment d'intérêt. Oui, il n'y a plus trop de place, quoi. Voilà, il y a pas d'intérêt sur le marché pour ton Mhm. sujet, qui est très bien, mais en ce moment, il n'y a pas d'intérêt. Ou D'accord. alors, il y a trop de sujets sur le même type, en fait. Oui, oui, oui. J'en ai vu trop. Et là, c'est vrai que à l'époque, je me rendais pas, pour répondre à ta question, je me rendais pas trop compte, en fait, de tout ça, parce que j'avançais comme ça dans la vie. J'avais pas trop de recul, en fait. Oui. Donc, je me rendais pas compte que je commençais à emmagasiner pas mal Ouais. de compétences, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Un œil expert, Ouais, ouais. un regard expert. Mais c'est vrai qu'on me demandait parfois à Celluloïd, parfois elle me demandait, tiens, je vais acheter ce programme, qu'est-ce que t'en penses et tout. Et c'était vraiment intéressant aussi de Oui. voir, parce qu'elle achetait beaucoup, en fait. Elle produisait pas vraiment, en fait, Ngamé à l'époque, elle achetait. Donc, en fait, on était sales agent. D'accord. Et donc, ok. on était à 20, voilà, c'est pour ça que je sais, on était à 20% sur la D'accord. France et 25% sur l'international à l'époque. Ok. Donc, on est obligé de faire des rapports après aux producteurs pour leur dire, ah bah non, ce film-là, on l'a vendu, ce film-là, on l'a pas vendu, blablabla. Mais moi, je passais mon temps aussi, quand j'avais vendu, parce que moi, j'étais sur des territoires un peu compliqués, comme la Turquie, la Grèce. Oui. Et je passais mon temps à envoyer des fax, parce qu'il y avait des fax et des Ouais. fax à l'époque, pour qu'ils me payent, parce qu'ils me payaient pas. Donc, je disais, oui. oui, vous m'avez pas payé, quand est-ce que je peux espérer recevoir le paiement des... Ah oui, alors ça aussi, mine de rien, ça représente un temps énorme. Ça représente un temps le énorme. Et moi, je recouvrement. disais à Ngamé, parce qu'elle connaissait très bien, je me souviens à l'époque, l'acheteuse de la télévision grecque. Et donc, moi, j'étais pour qu'il me paye avant que j'envoie le matériel. Et elle me disait, non, non, je peux pas faire ça, moi, je la connais bien et tout. J'ai dit, mais Ngamé, elle va pas nous payer. Ouais. Ouais. Moi, je serais d'avis qu'on attende le paiement avant d'envoyer le matériel. Parce qu'une fois que tu as envoyé le matériel, Ouais. s'ils te payent pas, T'es coincé. c'est terminé, quoi, t'es coincé. Ouais. Ou qu'ils engagent une somme, en tout cas, qui vous met pas en danger sur Voilà. le reliquat Ouais, une fois ouais, le matériel voilà. reçu, quoi. Ouais. Et puis après, ils vont diffuser, et puis toi, Et ben, t'as rien. t'as rien, quoi. Donc, Ouais, c'est chaud. mais bon, c'est vrai que c'était compliqué, parce que quand tu as des bonnes relations... Mais moi, Est-ce que c'est des bonnes relations? Parce que finalement, Ouais, quelqu'un qui achète mais qui paye pas, ouais, c'est moi, pas un je bon suis client. un peu mitigée là-dessus. C'est C'est vrai pas que une bonne relation. Ouais, tout à fait. Enfin, Pour elle, c'était une bonne relation, parce que bon, comme elle n'était pas dans la négo sur ce territoire-là, elle avait que le bon côté, donc elle faisait du Oui. relationnel, Mais bon, etc. oui. Mais bon, moi, j'étais pas trop d'avis là-dessus, et je trouve que je reste quand même, tu payes avant que je t'envoie le matériel, quoi. Bah oui, on paye pour ce qu'on achète. Voilà, c'est aussi c'est simple ça. que ça. On achète un produit fini, Voilà, on c'est paye ça. et après Ouais. on l'obtient. Ouais. C'est la base. Pourquoi ce serait différent pour des produits audiovisuels? Exactement, Ça n'a pas de ouais. sens, Ouais, finalement. Et alors, Celluloid Dream, tu es resté combien de temps Je suis là-bas? restée 1 an là, parce que Un c'était an, vraiment oui. une petite structure, et puis c'était compliqué, donc elle voulait réduire le personnel, donc du coup je suis partie. Ah bah c'est sûr que si elle recouvre pas ses paiements, C'est compliqué. ça, c'est ça, voilà. C'est Pardon, un peu excuse-moi. oui, C'est compliqué de payer les salaires. c'est un petit peu difficile, quoi. Donc je suis partie, et là, en fait, j'avais rencontré chez Celluloid une personne qui était à l'époque, qui travaillait, une ancienne de la 5, qui D'accord. travaillait dans le sport. Et donc c'était une de mes clientes, parce que je lui avais acheté du sport. Ok. Elle travaillait à l'époque chez Jean-Claude Darmon, qui vendait du foot. Et donc j'avais eu comme mission, Ngamé à un moment donné m'avait donné comme mission d'acheter du foot pour les Iraniens, d'acheter du D'accord. sport, en fait. Ah, et moi, ok. et elle m'avait dit, attention, c'est les Iraniens, donc pas de tennis avec des femmes qui sont en mini-jupe et on voit la culotte. Alors je dis, bah écoute, il y a le foot, hein, moi je vois qu'il y a que ça. Hein. Elle me dit, oui, c'est bien, c'est une bonne idée. Et donc j'avais acheté du foot à cette femme qui s'appelait Paul Revel. Et donc, à un moment donné, elle me dit, je lui dis, écoutez, là, je vais partir. Et toi, ah, tiens, vous partez? Ah, bah, écoutez, moi, je suis en train de monter ma boîte, j'ai besoin de quelqu'un. Est-ce que ça vous intéresserait de travailler avec moi pour faire de la super. vente de sport? Moi, j'avais jamais vendu de sport, en fait. Hein. Énorme. Alors, je lui dis, bah oui, Paul, pourquoi pas? Et donc, me voilà partie chez Paul Revel Consultant. Pas de bureau, donc je travaille dans son appart. Mais elle était pas là, parce qu'elle était consultante chez Jean-Claude Darmon. Donc, elle avait un grand appart dans le 15e. Et donc, je m'occupais de vendre du sport, en fait. D'accord. Donc, j'avais... et en fait, qu'est-ce qu'on avait comme sport? En fait, on vendait du sport qui était sponsorisé.
Oui. Donc en fait, c'était de l'achat d'espace en fait. Oui. Donc on avait un produit qui était fini, par exemple les courses de champagne, des courses à la voile sponsorisées par Mum, Oui. le Camel Trophy. Mhm. Qu'est-ce qu'on avait encore? On avait des championnats d'échecs qui étaient sponsorisés par des marques. Bon, à l'époque, tu pouvais avoir des marques sponsorisées par de l'alcool et Oui, des oui. cigarettes. Maintenant, Oui. c'est plus le cas. Et donc, en fait, on avait un produit fini. Et moi, mon rôle, c'était d'avoir un maximum de chaînes qui s'engageraient à diffuser le programme en prime time. Ok. Bah oui, parce qu'en fait, c'était de la visibilité en prime Oui, time, bah oui, gratuite, entre guillemets, puisqu'on lui disait, moi je disais aux chaînes de télé, j'ai un programme de sport complètement fini, vous n'avez rien à payer. Ouais, bah oui. Mais Ouais. la seule chose que je vous demande, c'est de me le diffuser en prime time. Ah oui, c'est une publicité Voilà. dissimulée, quoi, finalement. Donc en fait, quelque part, c'était de l'achat d'espace qu'ils n'avaient pas. Ouais. Et du coup, après, on leur faisait des tableaux. Si vous aviez dû acheter l'espace correspondant Voilà, à la ça aurait visibilité de coûté l'ARMA, vous tant, avez écouté, là, eh vous avez oui. économisé, Ouais. etc., etc. Donc, C'est un bon deal. c'est un bon deal. Et je vendais aussi du sport en direct, les courses équestres de l'hippodrome de Vincennes. D'accord, ok. C'était super marrant, quoi. Et donc, je vendais aussi des cabines où les présentateurs étaient en direct. Donc, c'est là que j'ai su qu'en fait, les courses équestres, elles sont très, très cotées en Finlande, en Suède et en Norvège. Oui, parce qu'il y a pas mal de chevaux, en fait, là-bas qui donc courent. c'est des programmes Donc, qui sont demandés. Voilà. Donc, ils sont demandés. Donc, il y avait la télévision, la SVT qui venait et qui voulait avoir une cabine pour que le présentateur puisse commenter la course en direct. Donc moi, j'étais aussi là-dessus, en fait, en train de vendre les cabines. Bon, c'est pas moi qui faisais la partie technique parce que j'étais en contact avec les personnes du cheval français. En fait, c'est le cheval français. Et donc, c'était un truc de fou. Et du coup, après, il fallait que je me renseigne un petit peu sur les courses. Bah oui. Donc, je disais, alors le prix d'Amérique, alors c'est le prix d'Amérique qui est dernier dimanche du mois de janvier. Oui. Mais avant de courir le prix d'Amérique, les chevaux courent 3 autres courses dans différents hippodromes. D'accord. Donc, tu as une à Cagnes-sur-Mer et puis 2 autres dans d'autres hippodromes. Et donc, après, je m'étais dit, ah bah tiens, puisque les gens sont intéressés par cette course, qu'on vend que cette course-là, mais les autres courses, personne ne les vend. Donc, on peut dire, attendez, si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi acheter les courses précédentes qui préparent au prix d'Amérique. Donc, je commençais à faire un package différent. Et après, j'essayais de faire des deals aussi avec des chaînes, par exemple, justement, les Suédois. Parce que c'était toujours le cheval suédois qui gagnait la course. Je disais, attendez, là... C'était toujours le cheval suédois qui gagnait. Ou le cheval finlandais. Enfin non, c'était beaucoup les Suédois qui gagnaient la course à un moment donné. Hein. Donc, du coup, je disais aux Suédois, écoutez, on pourrait faire un deal, on pourrait faire un contrat sur plusieurs années. Donc, avec un license fee qui augmente. Oui. Comme ça, ils ont l'exclusivité sur la Suède pour diffuser ces courses avec une cabine et un présentateur, etc. Donc, j'avais signé des contrats comme ça. C'était un truc fou, quoi. Et c'était vraiment... c'était assez intéressant, en fait. Mais c'était pareil, c'est encore des acheteurs différents. Bah oui, c'est pas du tout les mêmes, en fait. Et puis aussi des programmes différents. À chaque changement de société... Hop, toi, t'as enrichi à chaque fois ton bagage. À chaque fois, je changeais de société, je changeais de style de contenu. Oui. Donc, j'étais obligée de repartir à zéro, en fait. De repartir à zéro, mais surtout d'accumuler encore plus de connaissances. Ouais, tout à fait. Ouais, c'était vraiment intéressant. Ok. Et là, je suis restée 4 ans. Et à un moment donné, elle essayait de se développer. Donc moi, j'ai essayé de développer un département documentaire, mais c'était un peu compliqué parce que c'était une femme qui était assez âgée. Et en fait, elle voulait juste un peu maintenir sa société. Elle voulait pas trop le développer, contrairement à ce qu'elle disait. Oui. Et donc, à un moment donné, ça devenait compliqué parce qu'on arrivait... Enfin, ça a quand même ses limites, hein, au bout d'un moment. Oui, ça tournait en rond. Ça tournait en rond. Donc, elle me dit, écoutez, je pense que je vais peut-être réduire un peu les coûts et tout. Donc, je me suis dit, bon, très bien. Donc là, il va falloir que je réfléchisse à mon prochain parcours. Oui, voilà. Et donc, j'ai commencé à faire un petit activer le réseau. Et j'ai une de mes amies qui me dit, ah bah tiens, justement, j'ai quelqu'un qui cherche, mais dans le doublage. J'ai jamais fait ça, moi. Incroyable. Alors, il me dit, écoute, il y a quelqu'un qui cherche, là, c'était Schinkel, il cherche quelqu'un, un responsable commercial. Est-ce que ça t'intéresserait? Je dis, écoute, pourquoi pas, mais j'ai jamais fait ça. Hein, donc, alors, elle me dit, écoute, va le voir. Et donc, je vais le voir, on commence à faire un rendez-vous. Et il me dit, écoutez, moi, ça m'intéresse. Le parcours m'intéresse, moi, j'ai envie de travailler avec vous. Et donc, ça tombait bien parce que finalement, Paul Revel m'a licenciée, mais j'ai trouvé tout de suite dans la foulée, en fait. Donc, en fait, j'ai pas été au chômage. Du coup, j'ai tout de suite enchaîné chez Schinkel à l'époque. Et là, je me suis dit, mon Dieu, c'est un truc de fou, quoi. Parce que là, déjà, je connaissais pas du tout le secteur. Bah oui, doublage, c'est encore différent. Complètement incroyable. Et donc, mais en même temps, je connaissais un petit peu... J'étais intéressée par tout ce qui était technique. Donc, en fait, je me disais, ah tiens, ça m'intéresse. Et puis, j'allais voir les ingé-sons, je voyais comment ils faisaient. Je regardais les comédiens, et puis les adaptateurs qui regardaient les trucs et tout. Et en fait, ce qui était incroyable, c'était un gros challenge, c'est qu'en fait, la commerciale qui était partie, elle était partie avec le fichier client. Donc, moi, j'arrive, et il me dit, écoute, il n'y a pas de fichier client, donc il faut que tu montes le fichier client. Je dis, ah, d'accord. Oh là là. Okay. Donc, non seulement il fallait que j'apprenne un métier, mais que je monte un fichier client et que je fasse du chiffre. Quoi. Parce qu'en fait, j'avais un chiffre d'affaires à ramener. En fait, j'avais 500 000 francs à ramener dans l'année. D'accord. J'étais là, oh mon Dieu. Bon.
Et je disais, ah ouais, d'accord. Et puis, bon, c'était un challenge, quoi. Oui, Donc, voilà, c'est ça. voilà. Donc, bon, ils étaient très, très gentils. Tu vois, ils me faisaient venir en studio. Je regardais les trucs, comment ça se passait, Oui. comment se faisait un doublage, comment faisaient les Ils t'ont quand même comédiens. expliqué Ouais, comment ça se c'était passait. super intéressant. Et c'est vrai que c'est là que j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que du coup, le côté commercial était intéressant, mais il me manquait le côté créatif, en fait. Oui. Et là, j'avais ce côté créatif du coup, parce que je regardais comment ça se passait, comment se faisait un doublage, comment l'adaptateur adaptait, parce que Oui, c'est pas de la oui. traduction, c'est une adaptation en fait. Et après, comme ils se sont rendus compte que j'avais un bon niveau en anglais, ils me faisaient venir en studio, ils me disaient, écoute, là, je crois qu'il y a un contresens, est-ce que tu peux vérifier? Trop Et bien. moi, j'arrive en studio comme ça, je dis, alors c'est quoi le contexte? Alors voilà, il y a ça, il y a ça. Alors il me faisait écouter, je dis, ah ouais, non, il y a un contresens là. Non, c'est pas du tout ça qu'il dit en fait. Je dis, là, en fait, ça veut dire ça et ça. Ah, d'accord! Et après, ils avaient compris le truc. Pas mal. Donc après, j'avais des adaptateurs qui venaient me voir et ils me disaient, écoute, Natalia, je crois que j'ai un problème là, j'arrive pas à traduire, là, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, ah oui, ah non, là, c'est pas du tout ça, non. Ou alors, ah oui, là, ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est bien. Et donc, je me trouvais à faire ce genre de truc Correctrice. quoi. incroyable. Et après, j'ai mon boss qui me dit, bon, écoute, ça serait bien de faire parler un petit peu de la société. Je dis, bah écoute, il faut faire du marketing, là, il faut qu'on Ouais. on parle de nous. Donc j'ai commencé, me voilà en train de contacter les journaux, Écran Total, les films français, pour qu'ils parlent de nous, pour qu'ils fassent Ben. passer de la pub, en fait, pour nous, enfin, pas de la pub, qu'ils fassent un communiqué de presse, en fait, Oui, qui parle de nous, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, parce qu'ils étaient jeunes à l'époque, Schinkel, ils révolutionnaient un peu le doublage. Ils avaient une bande rythmo qui est digitale, ce qui était complètement révolutionnaire, parce que les autres n'avaient pas du tout de bande rythmo digitale, hein. Ils avaient la bande rythmo classique, avec le détecteur qui détectait, avec le calligraphe qui calligraphiait. Là, lui, c'était tout digitalisé. Donc là, c'était vraiment une révolution. Donc je me disais, bah tiens, là, c'est quelque chose il faut parler de ça. Oui. Il faut parler de C'est ça. la plus-value de C'est la plus-value de cette société. Le truc qui était un petit peu difficile, c'est que du coup, pour essayer de réduire les coûts, on essayait de réduire aussi les comédiens, de réduire... ça, c'est un petit peu le jeu, quoi. C'était vraiment Mais du c'était coup, assez tu avais concurrentiel. déjà quand même 3 casquettes différentes dans cette structure. Ouais, je faisais plein de trucs dans cette structure. Mais chaque fois que je vais dans des structures comme ça, les gens se rendent compte que j'ai plein de casquettes et du coup, ils me demandent plein de trucs. Donc moi, je dis, attends, là, il faut quand même que je fasse mon chiffre, je peux pas tout faire. Hein. Ils sentent ton énergie. Ils sentent et mon puis ta énergie, volonté ils sentent de que j'ai bien envie de faire des trucs, et- ils sentent que les choses m'intéressent. Et puis, j'aime bien aussi avoir le côté créatif. C'est Oui, vrai ah que c'est bah oui. intéressant. C'est Et, enrichissant. ouais, c'est très enrichissant. Ouais, c'est très enrichissant. Et tu as réussi du coup le challenge de la première année à atteindre les 500 Bah, 000 en fait, j'ai francs ramené ou- 2,5 millions en fait. Parce qu'en fait, ce que je me suis dit, parce qu'en Bravo. fait, ils étaient spécialisés en manga en fait. Ah, d'accord. Et en fait, moi, je connaissais pas trop les mangas, mais je me suis dit, il faut que je contacte aussi les boîtes d'animation. Oui. Parce qu'ils ont du volume. Non, mais c'est incroyable. Voilà. Donc, du coup, là, tu as presque couvert tout le spectre Ouais. de l'audiovisuel. Quoi. Ouais. Parce que du coup, là, tu as atterri aussi dans l'animation. Quoi. Oui, quelque part. Sauf que je vendais pas du contenu, mais bon, j'avais des contacts. C'est pour ça Mais que je quand connais même, énormément de boîtes d'animation, en fait. Et donc, je contactais les boîtes d'animation. Alors ça, c'était vachement intéressant parce que non seulement en animation, tu as donc des versions anglaises. Bon, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de versions. Il y avait des versions anglaises. Mais tu peux aussi faire des voix françaises. Oui. Donc, tu peux avoir le devis pour la voix française et le devis pour la voix anglaise, Oui. si jamais tu es en amont du programme. Bon là, j'avais pas encore... maintenant, je le sais, mais à l'époque, je savais pas tout ça. Donc, j'étais déjà en fin de course, mais malgré tout, je me suis dit, je vais quand même contacter donc, les boîtes d'animation. Et là, j'ai contacté les boîtes d'animation et j'ai fait un premier devis. Justement, j'ai ramené 1,5 million sur une boîte d'animation, sur une série complète, en fait. Bravo. Et C'était après, laquelle tu te souviens ou pas je me souviens plus, non, c'est pas grave. je me souviens plus, mais j'étais super contente parce que je me suis dit Ah waouh. oui, Puis c'est un après, beau bon, j'ai chiffre. fait d'autres ventes et puis j'ai ramené aussi du chiffre. Mais bon, après je suis partie, j'ai fini par partir parce qu'en fait, ils voulaient réduire le coût des commerciaux parce que j'avais un pourcentage sur les ventes et je pense que ça devait être C'est de compliqué. bonne guerre si tu faisais aussi traductrice, Je correctrice. faisais plein de trucs, donc Tu il a réduit les coûts et donc je suis D'accord. partie. Et après, j'ai retrouvé du travail au Studio Lincoln, D'accord. qui est une autre boîte de doublage, qui était complètement différente en fait de Schinkel à l'époque. Et là, au Studio Lincoln, ils avaient vraiment du doublage, j'ai envie de dire haut de gamme, parce qu'ils faisaient du doublage cinéma aussi, et du doublage donc télé, et ils faisaient beaucoup de fiction. D'accord. Et là, c'est pareil, ils n'avaient pas du tout d'animation. Donc là, D'accord. je leur ai dit pareil, je leur ai dit, attendez, vous n'avez pas d'animation, mais là, il y a du gros volume. Donc j'ai ramené toutes mes clients d'animation en leur disant, mais attendez, là, il y a quelque chose à faire quoi, en animation. D'accord. Et donc, j'ai développé comme ça leur contenu en animation. Et là, je suis restée 6 ans. Bien. Et au bout d'un moment, on commençait à avoir énormément de concurrents et on commençait à être trop cher sur le marché par rapport à d'autres. D'accord. Et donc, moi, je disais à mon boss de l'époque, je dis, écoutez, là, il faut qu'on fasse un effort. On est en train de perdre des marchés, quoi. On a perdu Ugly Betty.
Ah oui, d'accord. Tu vois, on Ok. a perdu, Ouais. on avait Amour, gloire et beauté aussi, on l'a perdu. Ah oui, oh, waouh. Donc là, je me disais, mais c'est pas possible, Ouais, ça fait mal, quoi. hein. C'est Ouais. énorme, quoi. C'est des gros C'est trucs, des quoi. grosses C'est licences, des hein. gros Ouais. trucs. Et donc, il me dit, oui, mais je veux pas qu'on fasse de la merde. Je lui dis, mais on fait pas de la merde. Au lieu d'avoir 10 Ouais, on comédiens, fait on en du a chiffre. 5. Voilà, ouais. Ils font 2 rôles. Non, C'est leur métier. c'est de coutume. Enfin, tout le monde fait ça. Enfin, Ouais. Mais donc, ils voulaient pas, etc. Et du coup, la boîte a déposé le bilan. ah, Donc d'accord. là, c'était un peu chaud. Donc là, la boîte a déposé le bilan et je me suis dit, bon, alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oui, voilà. Qu'est-ce qu'il me Et puis, en manque plus, je me suis rendu compte que, étant donné que j'étais partie dans la vente de prestations de services, Oui. dans le marché, la grande famille de l'audiovisuel, eh bien, c'est comme si j'étais passée un petit peu de l'autre côté, en fait. J'étais plus dans le centre. Donc, Ah en oui, donc fait, on arrivait les moins gens me bien à disaient, ah oui, mais t'identifier. non, en fait, toi, tu as fait de la vente de droits, de doublage. Ah non, 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 tu vas pas savoir, en fait, de la vente de droits. Non, non, c'est comme C'est si, comme si on niait voilà, comme si ton tu avais passé. déchu, en fait, quelque part. Tu as C'est fou, déchu, hein. tu es tombé dans la prestation de service. C'était comme ça à l'époque. Ça a changé un petit peu maintenant. Mais à l'époque, c'était ça. Ils me disaient, non, non, mais tu n'arriveras jamais à revenir dans la vente de droits. Et c'est vrai que, bon, entre-temps, il y a eu Internet, il y a eu la VOD, Oui. etc. Donc, il y avait des choses que je connaissais pas, moi, quand j'étais partie Oui. de la vente de droits. Mais je me suis dit, bon, alors qu'est-ce que je veux faire maintenant? Est-ce que je veux continuer à rester dans la prestation de service ou est-ce que je ne retournerai pas dans la vente de droits? Et je me suis dit, j'aimerais bien retourner dans la vente de droits. Mais il fallait que quand même, j'avais quand même toute une lacune, en fait, puisqu'il y avait pas mal d'années. Enfin, une mise à jour Une mise à classique jour, à voilà. rattraper, quoi. Une mise à jour. Et du coup, j'ai fait un masterclass à l'INA en mise à jour. Et puis après, je me suis mis à chercher. Et c'est comme ça que j'ai atterri chez Nova Vision, où là, c'était du programme de flux. Ok. C'était la vente de programmes de flux. Encore Autre chose. Encore autre chose. Je me dis, mais c'est pas C'est possible, quoi. incroyable. Encore un autre truc. Et là, de nouveau, bien sûr, complètement autre chose. Hein, donc, Ah pas bah du oui, tout c'est les pas la mêmes, même logique non pas plus. du tout les mêmes, Eh les oui. les mêmes clients non plus. Oui, aussi. Et donc là, par contre, c'était beaucoup de boulot. On était une petite équipe, mais c'était vraiment très intéressant. Et c'est là où j'ai eu la chance, moi, de pouvoir partir en voyage de prospection, parce que j'étais sur l'Amérique latine. Oui. Et là, je me dis, ah, enfin, je vais pouvoir un petit peu pratiquer l'espagnol, parce que je pratiquais Ah bah pas oui. trop l'espagnol, en fait. Hein. J'avais pas trop, enfin, si, avec mes clients, mais j'avais pas énormément. Et là, comme ils m'ont mis sur le territoire d'Amérique latine, j'étais super contente. Et à un moment donné, donc j'étais envoyée en voyage d'affaires. Alors, on avait fait les rendez-vous de Mexico pendant une semaine. Et Oui. après, j'avais été envoyée en voyage d'affaires en Amérique centrale. Donc, je faisais un pays par jour. Ah. Donc, j'ai fait Salvador, Ah oui, c'est intense. Costa Rica, Honduras. Voilà, c'est ça. Et je me D'accord. suis dit, mais c'est dingue, quoi. Ah oui, c'est Complètement énorme. dingue. Et donc, évidemment, essayer de prendre des rendez-vous depuis la France dans ces pays-là, déjà, souvent les numéros de téléphone, c'est pas les bons. Ouais. Tu tombes sur un espèce de disque. J'avais réussi à avoir un rendez-vous au Salvador, mais le Costa Rica et le Honduras, j'avais pas réussi à trouver de rendez-vous, en fait. Et Nicaragua, voilà, ça y est, Nicaragua. Nicaragua, un truc de fou, quoi. Et donc, je faisais un pays par jour. Et là, je me suis dit, waouh. Et là, là-bas, c'est vraiment autre chose, quoi. C'est des pays quand même assez dangereux. Oui, aussi. Où là, tu es très content de parler l'espagnol, parce que quand même, ils sont quand même très remontés contre les Américains. Donc, si tu parles américain, t'es pas trop bien vu quand même. Hein. Oui. Il vaut mieux que tu parles espagnol, c'est mieux. Et puis, comme j'ai pas l'air gringo, je suis pas blonde aux yeux bleus, donc ça, c'était bien pour moi. Je faisais un peu couleur locale. Oui. Donc, je me fondais un peu dans la masse. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment eu un avant et un après, parce que là, vraiment, les gens, tu peux te faire tuer dans la rue pour rien, pour te piquer ta chaîne. Faut pas que tu fasses attention, pas prendre un taxi dans la rue, parce que tu sais pas si c'est un vrai taxi, il peut t'emmener quelque part et puis après, il te met mal dans la tête. Là, tu dis, waouh. Et t'étais partie toute seule? Et j'étais partie toute seule. Ah oui, d'accord. Alors, au début, j'étais un peu stress. Oui, ouais, un peu stress. Mais après, je me suis rendu compte que, comme je parlais espagnol, et comme j'ai vécu longtemps en Algérie, qui était quand même, c'était quand même, c'est pas un pays dangereux. À l'époque, c'était pas trop un pays dangereux, mais quand même. Donc, j'ai eu des réflexes qui sont revenus, tu vois. Attention, regardez. Tu t'es vite adapté. Voilà, tu t'adaptes, tu mets pas de bijoux ostentatoires, tu fais attention, tu te promènes pas dans des crues sombres, tu vas pas retirer de l'argent dans les distributeurs, tu rentres dans la banque, tu te mets pas, si on te demande un truc, tu donnes, tu vas. Bon, tu fais très attention, quoi. Oui. Et alors, tu dis qu'il y a eu un avant, un après. Oui, parce que ça te remet les choses en perspective, en fait, quand tu vas dans ces pays-là, parce que tu te dis, finalement, on se plaint en France, mais finalement, on est dans une démocratie. Là-bas, ils peuvent perdre la vie, quoi, pour une connerie. Oui. C'est pas le cas en France, oui, pas encore, en tout cas. Mais là, tu te dis, waouh, ces pays-là, les gens... Ça t'a ramené à l'essentiel. Ouais, ça t'a ramené à l'essentiel, en fait, parce que tu te dis...
Bon, là, j'arrive avec ma petite valise pour vendre mes programmes de flux, mes caméras cachées rigolotes. Waouh! Ouais, c'est très léger C'est très par léger, rapport au quoi. quotidien que Ouais, tu c'est très vois léger. tout le Ouais, temps, quoi. ouais. Et puis c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, oh là, parce que les gens me disaient, ah, mais t'as que des caméras cachées, t'as pas autre chose. Et je me dis, oh, c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'as envie de vendre autre chose. J'avais envie de vendre de la fiction, j'avais envie de. Et finalement, au bout d'un an, je suis partie. Et D'accord. je me suis arrêtée un peu Oui. pour réfléchir. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de travailler chez Banijay à Londres. Oh, ça, c'est quand même Et là, je me suis énorme, c'est dit, vachement waouh! bien. Et malheureusement, c'était un CDD. Pardon. J'aurais bien aimé que ça soit plus long, mais bon, c'était un remplaçant maternité. D'accord. Et là, chez Banijay, alors c'était un poste de programme management, en fait. D'accord. Ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais fait, Ouais. pas trop, mais beaucoup plus technique, en fait, où là, j'avais un portefeuille de clients. Donc, si tu veux, Banijay, ils avaient énormément de contenu. Et moi, je gérais des producteurs. Donc, je récupérais le matériel. Je voyais s'il était conforme aux normes techniques de Banijay. Je l'envoyais dans un labo. Et je supervisais la fiche technique, le QC. Et donc, je voyais si, quel est le problème? Est-ce que c'est un problème qui est vraiment compliqué? Est-ce qu'on peut le résoudre? Combien ça coûte? Est-ce qu'il faut que le producteur nous renvoie le matériel? Et après, je devais dispatcher l'information au service, aux vendeurs, aux juridiques, etc. Okay. Et c'est vrai que, en fait, ce qui a fait la différence quand j'ai eu mon entretien chez Banijay, c'est que je me suis rendu compte que tout ce que j'avais appris à France Télévisions me servait là. Bah oui, parce que tu avais la connaissance technique. Parce que quand il me dit, alors si je te dis une VI, tu sais ce que c'est? Je dis, bah oui. Et est-ce que tu sais ce que c'est que les fonds neutres? Et là, je dis, bah oui. Et je me disais, et oui, c'est des choses que j'ai pas utilisées dans les autres boîtes, mais que là, tout d'un coup, ça devenait important de le savoir. Ouais. Et je me suis dit, finalement, France Télévisions, c'était quand même une sacrée base, en fait. Ah oui, très formateur. C'est extrêmement formateur. Et puis là, c'est vrai que c'était incroyable d'être à Londres. Déjà, rien que Londres. Ah oui, c'est chouette. C'est un truc de fou. Moi, j'étais comme un poisson dans l'eau, là. Et les gens chez Banijay, ils sont adorables. Vraiment, mais tout le monde. Il n'y en avait pas un qui était désagréable. Mais vraiment, c'était incroyable. Je me suis dit, mais c'est fou. Entendre. Ah non, mais c'est hallucinant. Alors, ce qui était rigolo, c'est que les Français, des fois, ils me disaient, alors, ça va avec les Anglais? Oui. Je dis, mais pourquoi? Oui, ça va très bien. Ils ne comprenaient pas comment moi, j'allais bien. Je dis, je sais pas. C'est dingue. C'est peut-être mon parcours. J'ai un parcours assez atypique. Je suis pas la française classique, donc c'est peut-être aussi pour ça. Je sais pas. Oui, ou peut-être parce qu'ils savaient qu'en France, il y avait quand même des manières de faire humaines qui sont quand même très discutables. C'est très discutable, oui, je suis d'accord. Ouais. Et c'est vrai que ce qui m'a plu aussi, c'est le management, effectivement, à l'anglaise, où là, tu es invité à donner ton avis, tu es autonome, en fait. On part du principe que tu es une personne responsable et que tu pars quand tu as fini ton travail. On va pas te fliquer. Okay. Ça sert à rien. Tu es un adulte, tu es responsable. Si tu pars, c'est que tu as fini. Bah oui. Si tu restes, c'est que tu n'as pas fini. Point. Et moi, j'aime bien parce que j'aime bien qu'on me considère comme une adulte parce que je suis pas un enfant. Oui. Je sais que si j'ai pas fini, ou alors je peux dire est-ce que je peux faire, est-ce que c'est important, est-ce qu'on peut finir ça demain, ou voilà. Oui, puis c'est cohérent avec ta personnalité parce que tu es quand même très engagé dans ce que tu fais. Ouais, c'est vrai. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, les Anglais, ils savent aussi te dire tu fais du bon travail. Moi, en France, on m'a jamais dit tu fais du bon travail. Non. Jamais. Ouais, et là, elle me disait, ma manager, elle me dit, oh là là, mais je suis contente que tu sois là, vraiment, tu fais du bon travail, you're an asset to the team. Je dis, wow, thank you. Et c'est vrai que dans l'équipe, c'était incroyable parce qu'il y avait une Italienne, il y avait une Canadienne, il y avait une Chypriote, il y avait moi la Française, et il y avait deux pauvres Anglais qui étaient perdus là, au milieu de tous ces étrangers. Et en fait, moi, ma manager, elle était iranienne d'origine. Et donc, elle était super contente. Elle disait, oh, c'est super, maintenant, on parle plusieurs langues. Alors, dans l'équipe, on parle farsi, on parle italien, on parle français, on parle chypriote. Oh, c'est trop génial, c'est vraiment génial et tout. Et vraiment, c'était incroyable. Et les Anglais t'accueillent vachement bien. Vraiment, c'est waouh, j'ai vraiment une super expérience. J'avais très envie de rester. J'aurais bien aimé rester à Londres. Ah bah oui. Mais bon, malheureusement, j'ai pas pu. Garder, non, parce que le contrat était fini. Et puis après, ils ont tout réorganisé. Et puis c'était un peu compliqué. C'était vraiment très ciblé comme mission. Ouais. Et puis après, ils ont mergé avec Banijay, parce qu'au départ, c'était Zodiac Rights. Après, c'était Banijay. Et puis là, ils ont de nouveau mergé avec Endemol. Donc c'est vrai qu'ils passent leur temps à se fusionner en fait. Donc c'est un peu compliqué parce qu'il y a pas mal de gens qui sont un petit peu sur la sellette et tout. Ah oui, ça remanie les équipes. Ça remanie les équipes. Moi, quand je suis arrivée en janvier et en février, ils ont licencié une grosse partie de l'équipe commerciale. Ouais, et c'était assez hallucinant parce qu'il y a le manager le managing director qui te dit bon alors je vous vois entre midi et 2 là parce que là je vous remercie mais il va y avoir des changements dans l'équipe. Donc tout le monde était là et là il commence à dire oui alors il y a eu des changements dans l'équipe, on va être obligé de licencier une grosse partie des gens. Et donc il dit bon voilà on ira à chaque bureau et puis je vous dirai quelles sont les personnes qui sont concernées. Et donc là tu vois arriver alors tout le monde
Moi, j'étais complètement Ah oui, bah, ça fait choquée, peur, quoi. quoi. Tu te Bah dis, ouais. waouh, Ouais. bah, c'est à l'anglo-saxonne, quoi. Oui. Et donc, les gens, tu les vois après. Et moi, je voyais mes collègues qui allaient partir, quoi. J'étais un peu désespérée, quoi. Et à un moment donné, il y en a une, je suis allée la voir, je lui dis, je suis vraiment désolée. Elle me dit, oh, mais c'est pas grave, tu sais, c'est pas grave. Hein. Oh, ça faisait 10 ans que j'étais là, c'est temps de changer. Je me suis dit, waouh. En France, ça n'aurait pas du tout passé comme ça. Hein. La personne aurait dit oui, c'est pas possible, cette compagnie, tatati, tatata. Là, c'était pas du tout ça. Ils ont tous bien pris les trucs. Alors après, tu sais pas ce qui se passe dans leur tête. Hein. Oui. Mais ils ont tous eu cette espèce de côté comme ça très smart. Ben voilà, c'est la vie. Ou alors ils sont peut-être habitués à la politique de l'entreprise. Si elle est habituée à se rapprocher d'autres C'est structures à possible. chaque fois, Ouais, ils aussi. savent qu'il y a des Ouais, remaniements. ouais, Donc ouais, finalement, dans ouais. leur esprit, ils savent qu'à un moment donné, ils peuvent faire partie des équipes qui vont être Ouais. remerciées. Oui, c'est ça. Et puis c'est vrai aussi qu'en Angleterre, tu trouves très facilement du travail. C'est pas du tout comme en France. Ouais, T'es alors beaucoup ça, je moins me rends pas protégé. compte. Ouais. T'es beaucoup moins protégé en Angleterre qu'en France. Ouais. Mais par contre, si tu trouves très facilement du travail. D'accord. Parce que si tu veux, le marché est très... Enfin bon, à l'époque, hein, c'était en 2015, le marché, il était très flexible. Oui. Donc, et en plus, ils sont très ouverts. Ils voient les compétences transversales. ils Moi, regardent après, les quand j'ai cherché du compétences. travail, Ouais. j'étais reçue à des entretiens, à des postes totalement différents les uns des autres. D'accord, ok. Oui, parce qu'ils voient ton Ils savoir-faire. voient ton savoir-faire, ils voient ce que tu ton peux faire, profil, et ils et savent où puis ils ils te peuvent te payent à mettre. ta juste valeur aussi. Hein. Ah oui, bah ça, c'est quand même En bon France, à on essaie savoir. toujours d'avoir le maximum de compétences pour un minimum d'argent. Oui. En Angleterre, moi, je me suis rendu compte qu'on aimait payer le juste prix. Oui. Alors peut-être que ça a changé, hein. C'est possible que ça ait changé depuis le Brexit. Hein. Bon, Mhm. là, j'en sais rien. Mais à l'époque, moi, je me souviens qu'en fait, il y a un prix et puis voilà, quoi. Oui, oui. On va pas te négocier ton prix, quoi. Si tu Ouais. dis, en plus, on te dit là-bas, en France, on te dit quelles sont tes prétentions, ce qui est quand même un peu. Alors qu'en Angleterre, on te dit, enfin, dans les pays anglo-saxons, on te dit quelles sont tes attentes. Oui. Qu'est-ce que tu attends comme salaire? Mhm. C'est plus sympa de dire qu'est-ce que tu attends comme Bah salaire oui. plutôt que qu'est-ce que tu prétends comme salaire. Oui, non, mais en France, on nous fait culpabiliser sur la Oui. valeur réelle qu'on a, et on Tu est de toute façon prétends toujours sous-payé. Hein. valoir ça? Non, je ne crois pas. Ouais. c'est pas la même mentalité. Non, c'est pas la C'est même pas la même mentalité. manière de Non. penser. Je suis quand même restée jusqu'en mars 2016 pour essayer de trouver. D'accord. Mais bon, comme il fallait que je paye mon loyer à Londres et que j'avais pas mis suffisamment d'argent de côté, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je peux plus continuer à payer plusieurs loyers. Donc, je suis rentrée en France en me disant, je vais chercher de Paris, en fait. D'accord. Et puis après, il y a eu le Brexit. Donc là, c'était un peu compliqué. Ouais. Et donc, finalement, je me suis dit, bon, bah, je vais capitaliser sur mon expérience à Londres et je vais chercher en France, en fait. Et là, comme à Londres, on travaillait beaucoup avec une boîte de doublage qui s'appelait BTI Londres. Je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient ouvert un bureau à Paris. Ok. Donc là, j'ai contacté BTI Paris. Je leur ai dit, bah, écoutez, j'ai vu que vous venez d'ouvrir vos bureaux. Avez-vous besoin de quelqu'un pour développer votre chiffre d'affaires? Bah oui, moi je sors de Banijé. Voilà, je sors de Banijé. On travaillait avec BTI Londres, donc je connais un peu votre structure et tout. Et en fait, bon, ça a mis un peu de temps parce qu'au départ, ils étaient plutôt en recherche de personnel technique. Et après, donc il m'a recontacté à un moment donné le PDG de l'époque, et donc il m'a dit, ben, si tu es toujours d'accord, moi j'aimerais bien que tu viennes travailler avec nous, quoi. Donc du coup, je suis allée chez BTI. Et là, c'est vrai que j'avais pas prévu de retourner un peu dans la vente de droit, mais je me suis rendu compte que le marché avait changé, en fait. Oui. Que maintenant, c'est OK que tu fasses de la vente de droit et qu'après tu fasses de la vente de la prestation de services. Puis que tu reviennes. Que tu partes. Finalement, c'est pas mal aussi. Donc, je pense que oui. le marché est un peu en train de changer. Et donc là, je suis restée 8 mois. Parce qu'en fait, j'avais un CDI, mais il y avait une période d'essai qui m'ont renouvelé. Et au moment où ils renouvelaient la période d'essai, ils fusionnent avec une boîte coréenne. Ah, d'accord. Déjà, c'était une grosse boîte BTI, puisqu'il y avait les bureaux aux États-Unis, etc. Et là, les Coréens, ils ont décidé de faire de l'écrémage. Ouais. Et donc, moi, comme j'étais la dernière arrivée, ben, du coup, on m'a dit, non, maintenant, on va plus, il n'y a plus à y avoir de commercial, le commercial va être à Londres et tout. Okay. Donc, je me suis retrouvée, mais là, par contre, c'est un peu à l'anglo-saxonne, je me suis retrouvée un mercredi, on m'a dit, écoute, là, je pense que là, il va falloir que tu partes. Ouais. Je dis, mais je peux finir la semaine quand même. On dit, non, là, tu dois partir maintenant. D'accord, ouais. Donc là, j'avais l'impression d'être dans un film américain. Ouais. Donc, j'ai pu quand même revenir le lendemain pour récupérer mes affaires, mais j'ai même pas pu finir la semaine, quoi. Donc, je suis partie, c'était un peu rude. Et je me suis dit, oula, comment je vais faire là? C'était un peu, chaud. Moi, c'est court, enfin, ça passe vite. Ouais, ça passe vite. Mais je me suis dit, bon, écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Je me dis, j'aimerais bien quand même retourner dans la vente de droit. Puis je commençais à toujours penser à ça. J'aimerais bien travailler dans la fiction, vendre des fictions, etc. J'étais comme une espèce de mantra comme ça dans ma tête tout le temps. J'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça. Et tout d'un coup, je tombe sur une annonce sur un site audiovisuel et je vois Free Dolphin Entertainment qui cherchait quelqu'un. Je me suis dit, ah bah tiens, c'est dingue.
C'est exactement ce que je voudrais faire en fait. Super, ok. Et donc je connaissais la patronne, donc je l'appelle et je lui dis écoute, est-ce que mon profil pourrait t'intéresser? Et elle me dit bah écoute pourquoi pas. Et donc elle m'a donné la chance justement de faire des acquisitions puisque j'avais jamais fait d'acquisition et de travailler sur la France. J'avais jamais travaillé sur la France. Alors elle me dit mais je lui dis écoute. Moi, je connais de nom les acheteurs parce que j'avais fait mon homework avant l'entretien, donc j'avais cherché quels étaient les acheteurs des chaînes principales, de toutes les chaînes françaises en fait. Et donc j'ai dit bah voilà, l'acheteur c'est celui-là, alors celui-là je le connais, celui-là je le connais pas, celui-là je connais pas. Et du coup ça m'a plu parce que je me suis dit tiens comment on vend en France. Et en fait on vend pas du tout en France comme ailleurs. C'est c'est très affectif en fait la France. Donc c'est vraiment tu prends contact, tu courtises un peu l'acheteur comme ça. Et puis s'il te connaît, ça va. Moi là, elle était connue, Fridolfine était très connue, donc il y avait déjà des relations qui étaient instaurées en fait, parce que je remplaçais quelqu'un qui est parti, qui était resté 17 ans. Donc si tu veux, ils avaient quand même instauré des relations, des bonnes relations avec tous les acheteurs. Et là, bon, dès que je disais Fridolfine, bon, les gens savaient qui j'étais. Ils me connaissaient pas, mais ils connaissaient la structure. Il y en avait qui me connaissaient parce qu'ils m'avaient croisé dans d'autres boîtes. Dans le doublage, par exemple. Dans le doublage ou à France Télévisions, parfois, quand il y avait certaines personnes que je voyais depuis... notamment l'acheteuse de M6 qui m'avait connue quand elle-même était dans une autre boîte, mais il y a très très longtemps. Et je me dis, c'était rigolo de se retrouver comme ça. Ouais. C'était très sympa. Et c'est vrai que ça m'a plu parce que je me suis dit, c'est vraiment différent en fait. C'est une façon de faire plus subtile, on va dire, moins violente. Parce que c'est vrai que l'international, c'est cash, quoi. C'est bing bing. Voilà. La France, c'est beaucoup plus, tu vois, on se voit, on se donne rendez-vous, on va déjeuner, on discute, on réfléchit, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que je peux t'apporter. Donc voilà, donc là je suis restée 4 ans et là je suis donc à la recherche de nouvelles perspectives. D'accord. Alors je reviens juste sur Fridolfine. Oui. Parce que du coup, sur le marché français, donc toi tu avais quand même une double casquette, donc tu allais acheter les programmes à l'international que tu essayais de revendre sur le territoire français. Oui, c'est ça. J'achète des fictions. Principalement, c'est des fictions. Et donc, c'est vrai que c'était intéressant parce qu'en fait, comme j'avais pris des rendez-vous avec toutes les chaînes de télé pour savoir quelles étaient leurs lignes éditoriales, justement, donc j'avais en tête la ligne éditoriale de chacun et je me disais, bon, alors, il faut que je trouve des programmes pour... tu savais à peu près quel genre de programme aller chercher. Je cherchais par rapport à leur case. Je cherchais des programmes de famille, des programmes, des comédies romantiques, des films d'action, des thrillers. Mais bon, c'est vrai que c'est un marché tellement énorme. Et puis bon, j'ai pas non plus le budget de UGC, quoi. Donc. Mais est-ce qu'il n'y a pas une incohérence dans ce que tu as dit juste avant, parce que tu disais justement que le marché français fallait être c'était beaucoup dans l'affect, beaucoup dans presque des relations d'abord de confiance pour ensuite pouvoir vendre des programmes. Oui. Ce temps de séduction, entre guillemets, et le moment où toi, tu as des programmes qui sont potentiellement à vendre, est-ce que finalement, ça ne les rendait pas périmés ou est-ce qu'il n'y avait pas un décalage entre les attentes, je dirais, des acquéreurs et toi, les produits que tu étais capable d'aller chercher, puisqu'il y avait ce temps de drague à prendre en compte? En fait, le temps de drague, il a été fait en amont. Donc, si tu veux, après... Toi, c'était juste le temps de les rassurer et après, tu allais chercher les bons produits. C'est vrai qu'après, bon, moi, une fois que je sais qu'elle... Bon, alors, il faut ponctuellement savoir, parce que les attentes changent, les audiences changent, etc. Donc, il faut être tout le temps en contact avec tes acheteurs pour voir, tiens, maintenant, je cherche ceci, je cherche plus cela, etc. Mais c'est vrai qu'après... tu as ça en tête. Donc, quand tu vas chercher tes programmes, tu sais déjà ce que les chaînes veulent, en fait. D'accord, ok. Mais là, du coup, en fait, tu as quasiment bouclé la boucle, je dirais, mine de rien, de la vie d'un programme audiovisuel. Oui, c'est vrai, Quand on regarde ton parcours dans sa globalité, c'est incroyable parce que tu as même la connaissance technique. Donc, finalement, tu as une vision globale de la chaîne de fabrication d'un produit jusqu'à la revente. Il te manque que la production. C'est vrai. Ouais. Et c'est vrai, mais par contre, chez Celluloid, chez Fridolfine, on faisait aussi de la production. Ah oui, d'accord. Mais moi, j'en faisais pas. Ah, d'accord. Mais j'aurais pu. Parce qu'en fait, la patronne avait ouvert donc une structure de production en Bulgarie. Et donc là, on produisait et on tournait des comédies romantiques. Donc on a produit en 2020 5 comédies romantiques. Ok. C'est malin parce que ça permettait d'alimenter le catalogue par rapport aux besoins, c'est ça, de vos clients? Oui, mais en fait, on tournait les comédies romantiques en anglais. Donc après, et on faisait ça, on coproduisait ou pas, ça dépendait du deal. On coproduisait ou pas avec les Américains, et après, soit on gardait les droits France, soit on gardait les droits internationaux, et les droits Amérique du Nord, en général, étaient gardés par le coproducteur qui était nord-américain.
Mais c'est vrai que c'était intéressant parce que ça permettait de voir. Alors, bon, j'ai eu un petit. Parfois, on me demandait mon avis. C'est vrai, mais bon, j'étais pas importante. C'était à la fin, quoi, pour regarder, une fois que le truc était filmé, de regarder, bon, tiens, est-ce que c'est cohérent? Ouais. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que c'est pas trop, comment ça se passe, etc. Et c'est vrai que c'était assez rigolo de voir. J'aurais bien aimé, j'ai pas eu l'occasion parce que, bon, c'était compliqué, mais j'aurais bien aimé aussi assister au tournage. Ça aurait été rigolo, ça. Ah bah oui, clairement. Ouais. Complètement. Mais c'était pas mal. C'est vrai que c'était intéressant. Et la Bulgarie, c'est vrai que c'est un pays où il y a pas mal de paysages différents qui peuvent aussi te faire penser aux États-Unis, quoi. Oui. Donc, tu peux tout à fait imaginer que c'est tourné aux États-Unis, quoi. Ah oui, ça peut être malin comme territoire pour capter Et des décors. ça peut être très très beau aussi. Il y a des paysages vraiment magnifiques, des plaines, t'as des lacs. Ouais, c'est très beau la Bulgarie, en fait. Ouais. Ok. Bah écoute, c'est incroyable. Ton parcours, il est juste incroyable. Et ce que je trouve fou, c'est que ton énergie, finalement, t'a tout le temps permis de rebondir. Ouais, c'est vrai. Ouais. Malgré la vie des structures Ouais. dans lesquelles tu étais, qui ont parfois dû s'arrêter, voilà, parce que c'était leur temps. Et ce que je trouve dingue, c'est qu'à chaque fois que tu rentres dans une autre structure, tu enrichis encore plus ton bagage de la production au sens très large dans l'audiovisuel. Donc là, je me demande, mais quelle va être la suite? Bah, je sais pas, j'aimerais bien, faire quelque chose de créatif aussi. J'attends des propositions. D'accord, ah bah écoute, j'espère que le podcast t'aidera. Espérons, ouais. Natalia, c'était vraiment passionnant. On a déjà dépassé l'heure, Oh, mais mon par Dieu. contre, je voulais juste quand même, parce que ton parcours, moi, j'ai trouvé incroyable. Je pose pas toutes les questions, parce que sinon, on en a pour 2 heures et tout. Mais finalement, dans ton parcours, est-ce que tu as une très belle expérience ou un très bon résultat qui te tient à cœur et ça fait partie de tes pépites? Et à contrario, est-ce que tu as une mauvaise expérience, quelque chose qui a été difficile ou très, très challengeant et dont tu aimerais nous faire part? Bah, en fait, je dirais que les bonnes expériences, c'est quand tu arrives dans des secteurs où la communication passe, en fait. Oui. Moi, ma bonne expérience, j'ai envie de dire que c'est la façon dont Banijay a fonctionné, parce que je trouvais que c'était très ouvert, Ouais. où chaque personne pouvait s'exprimer, où la communication passait entre les services. Et moi, ma boss me dit, moi, mon mot d'ordre, c'est collaboration et cohésion. Et là, je me suis dit, mais oui, en fait. Et donc, il y avait vraiment toute cette communication. Je pense que c'est une bonne recette d'essayer d'amener les gens à dire ce qu'ils ont à dire, les inciter à partager ce qu'ils pensent, justement avoir des équipes avec des expertises différentes, des âges différents, des parcours différents. Ouais. Typiquement, en Banijay, on était différents âges, différentes nationalités. Et ça enrichit, en fait, toute Ah oui, l'équipe. c'est énorme. Vraiment, c'est vraiment, pour moi, c'est la bonne recette, en fait. C'est Et vraiment il ne faisait pas avoir peur des confiance gens. aussi aux Oui, gens. faire Ce que confiance tu aux disais gens. tout à l'heure. Ouais. Et moi, je dirais typiquement D'accord. la mauvaise expérience, c'est le management que j'ai pu vivre en France, dans certaines structures, où là, on manage tout le monde de façon égalitaire, en fait. Ouais. Quel que soit ton parcours, quelle que soit ton expertise, tout le monde est mis au même niveau. Moi, je trouve que c'est une erreur, parce qu'on n'est pas tous pareils. Et c'est pas parce qu'on n'est pas pareil qu'on n'est pas Complémentaire. qu'on n'est pas complémentaires et qu'on n'a pas la même valeur. Et en fait, à force de vouloir manager tout le monde de la même façon, ça crée des frustrations parce que les gens ont l'impression de ne pas être compris, de pas être vus, de ne pas être motivés. Et du coup, ça crée une mauvaise ambiance, ça crée des conflits et ça crée des frustrations, en fait. Oui, puis ça peut éteindre Et ça le peut feu, éteindre quoi. le feu. Ça Ça peut peut éteindre éteindre la le feu flamme de la complètement. personne. Complètement. Ok. Et c'est frustrant pour tout le monde, en fait. Oui, complètement. Et je dirais, pour conclure, en fait, que je pense qu'il faut savoir sortir de sa zone de danger. De danger, qu'est-ce que je raconte? Qu'il faut confort. savoir se mettre en danger, plus exactement. Oui. Je dirais qu'il faut savoir se mettre en danger Oui, et puis sortir de sa zone de confort oui. et ne pas avoir peur de tester des nouvelles choses parce qu'on a vraiment des capacités en nous insoupçonnées. Ah oui, mais tu représentes ça à merveille. Enfin, c'est quand même ce qu'on peut retenir de ton parcours, c'est ça. C'est à chaque fois le courage que tu as eu quand même de te lancer comme ça dans des métiers que tu connaissais pas du tout. Et c'est grâce quand même à ton énergie et à ta curiosité naturelle à comprendre, à apprendre, à te plonger corps et âme dans tes missions que tu as pu avancer et t'enrichir comme ça. Enfin, Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que maintenant, je dirais ce qui m'intéresserait, c'est de partager mon expérience avec des gens plus jeunes, en fait. Tu vois, faire du mentoring ou essayer de guider. Moi, ce que j'ai pas pu avoir à l'époque, parce que c'était compliqué, hein, ça n'existait pas trop, d'aider les gens dans leur parcours, tu vois, partager mon expérience, en fait. Eh ben écoute, je te le souhaite parce qu'en plus tu l'exprimes très bien. Donc j'espère que tu seras entendue, voilà. J'espère aussi, oui. Mais en tout cas, c'était vraiment passionnant, Natania. Moi, j'ai adoré. C'était vraiment incroyable.
Écoute, je vais attendre la suite et puis d'accord, on refera un épisode sur la suite parce que je suis Eh ben, sûre que écoute, tu vas avec encore grand enrichir plaisir. ta casquette. Avec grand plaisir, Virginie. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé autant de plaisir que moi à écouter le parcours passionnant de Natalia. Merci encore, Natalia. Et est-ce que tu peux nous dire où on peut te suivre ou te suivre en ligne pour un peu voir ton parcours, ce que tu fais, où on peut te retrouver En fait, je suis sur LinkedIn. D'accord, très bien, hein, Ouais. c'est un super Je réseau. suis pas sur beaucoup de réseaux, je suis sur LinkedIn, en fait. Il est très bien. Voilà. Mais je trouve qu'il est très bien, Ah oui, oui, aussi. j'adore LinkedIn. Ah ouais. Tu apprends plein de choses incroyables. Donc, j'ai appris là récemment que le prochain MIP TV en 2025 va être à Londres. Waouh! Ah oui, d'accord, ok. Tu vois, je savais pas. Je Ouais, passais à ça va côté. suivre les London Screenings. Moi, je trouve que D'accord. c'est une très bonne idée. Oui, Alors, c'est il y a vrai. toujours des gens qui vont dire « Ah, mais non, c'est la fin d'une époque. » Bah oui, mais C'est c'est à la fin côté, d'une époque, Londres, de toute façon. détendez-vous. Voilà. C'est pas très loin. Non, puis Londres, je trouve que c'est une très belle ville et franchement, il y a beaucoup d'énergie et je trouve que c'est une très bonne idée. Oui, c'est cohérent quand même. Ouais, c'est Avec leur cohérent. implication Ouais, dans l'audiovisuel, il y a ouais, une ouais, logique infaillible. ouais. Bon, voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous aurez appris plein de notions utiles. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup. Merci, Natalia, c'était vraiment super. La production, comme vous avez pu le voir, au sens très large, c'est un univers qui est vaste, plein de métiers très différents et complémentaires, comme Natalia a pu nous le prouver avec son parcours incroyable. Alors, prenez le temps de chercher ce qui vous convient et écoutez votre instinct et faites-vous confiance. Des gros bisous et à très vite pour la suite. Salut, Natalia. Salut Virginie.